cette session de pitch. Donc, je dis un pitch, hein, on a prévu 5 minutes par intervenant. Bien de vous y tenir pour que tout le monde réussisse à passer. On aura donc plusieurs séquences. C'est bizarre. C'est tout bon, monsieur? La caméra ne marche pas. Mais... Vous n'avez plus la caméra? Non, il a rebugué. Bon. Alors, t'as fait le partage d'écran pour voir les slides? Non. Bien vu. On y est presque. J'ai ça. C'est tout bon. Je lance aussi l'enregistrement. C'est parti. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents pour cette deuxième partie de Parcours Collectivité que nous avons organisée en parallèle des journées dans les territoires. On a créé ce petit temps d'échange au premier lieu sur des retours d'expérience ce matin de collectivités locales et d'autres acteurs pour montrer tout ce qui était possible avec l'hydrogène pour les collectivités locales. Et là, on va aller un peu plus loin cet après-midi avec des constructeurs qui proposent des solutions directement pour les collectivités locales. Donc, on a 5 séquences différentes sur 4 types de mobilité ou d'usage plutôt qui est proposé avec l'hydrogène. Donc, premièrement, les bus, une séquence sur les camions-bennes à ordures ménagères, une troisième séquence sur les véhicules utilitaires légers et les minibus, une quatrième sur les stations et une dernière sur les autocars. Donc, je propose de commencer tout de suite, comme ça le temps on ne va pas perdre de temps. Juste pour rappel, pour ceux qui vont intervenir, l'idée c'est vraiment de faire des présentations très courtes de ce que vous proposez aux collectivités locales et l'idée, la seconde idée, l'idée principale, c'est d'interagir avec le public pour poser des questions et pour plus tard éventuellement embaucher sur des choses un peu plus concrètes. Donc je vous propose de commencer, notamment sur la séquence bus, et je vais demander à monsieur Bertrand Richard de Safra, monsieur Jean-Marc Boucheret Monsieur Safra. 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions ou comment... Ouais, 5 minutes chacun, on enchaîne 5 minutes. 5 minutes en tout. On enchaîne toutes les présentations après les questions. Bonjour à toutes et tous, merci pour le chaleureux accueil au moment de monter sur scène. Bertrand Richard, responsable développement commercial pour Safra. Safra qui est une entreprise française qui construit ses autobus en France depuis maintenant bientôt 15 ans. Là, sur l'autobus urbain hydrogène. Donc avec une première version qui a roulé, elle, qui roule encore, et puis maintenant le ICT, le véhicule présenté aujourd'hui et commercialisé, qui a été vraiment revu dans son architecture, qui présente la particularité vraiment d'être le seul aujourd'hui à proposer une pile à combustible française aussi. Donc voilà, pour vos choix, choisir Safra, c'est faire un choix bien évidemment environnemental, d'enjeux environnementaux, mais bien sûr des enjeux aussi de souveraineté industrielle. Donc je tenais à le souligner, nous c'est notre particularité et c'est ce qui fait de nous aujourd'hui qu'on est un constructeur qui se démarque sur ce point de vue-là. Voilà. Donc un véhicule en 12 mètres aujourd'hui, en 18 mètres bientôt,
Je vais passer les slides sur la consommation. Voilà, on vous donne des valeurs indicatives de consommation. Sachez qu'aujourd'hui, on est à peu près tous sur ces moyennes-là. Il faut regarder vraiment dans le détail vos conditions d'exploitation, voire faire une étude de ligne. Et là, on aura vraiment une consommation qui s'approche le plus près de vos attentes, enfin, de ce qui sera réaliste. Donc une chaîne de traction qui est assez simplifiée par rapport à la première version qu'on avait proposée sur le marché. On a gommé beaucoup de défaillances de la première version. On est vraiment maintenant sur un produit qu'on peut vraiment dire mature et qui est prêt à être déployé en plus large quantité. Voilà, aujourd'hui, il y a une soixantaine de véhicules hydrogène en déploiement si on prend 12 et 18 mètres. Notre carnet de commandes aujourd'hui, c'est 55 unités en ICT, donc on voit bien que ça va monter en puissance. Et puis, finalement, je vous ai mis un petit peu tout dans le désordre, mais c'est vraiment le différenciant. On a bien sûr la pile, mais bien d'autres composants qui viennent de fournisseurs français. Donc, l'empreinte de ce véhicule est quand même assez franchement française, voire européenne. Voilà, c'est des choix stratégiques dans la construction du véhicule. Et on ne va pas rentrer dans les détails trop techniques, sauf si vous avez des questions. Bien sûr, là, j'y réponds volontiers. Alors, on a 1 minute et 40 secondes pour des questions, donc allez-y. Questions sur la ICT, généralement sur Safra. On est présent au stand 30, hein, donc n'hésitez pas à venir nous voir aussi par la suite. On vous donne aussi volontiers. Je peux pas me prononcer devant mes confrères. Non, aujourd'hui, on arrive à proposer des véhicules quand même en dessous de 600 000 euros de base. En dessous de 600 000. Ouais, en 12 mètres. Sur de la technologie hydrogène à pile à combustible. À savoir que si on prenait les prix il y a 3-4 ans, on était plutôt autour de 800 000. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution qui va dans le bon sens. On sait plus en droit de rouler sur les voies rapides autoroutières ou les déviations 4 voies et tout, non? Alors pas autoroutière, on est limité à 80 km/h sur ce véhicule. Donc c'est principalement pour de l'utilisation urbaine, voire périurbaine, mais voilà, l'autoroute, c'est pas vraiment fait pour ce cas d'usage-là. Dernière question, est-ce que vous fabriquez les cars? On a aussi une section rétrofit qu'on présentera plus tard. Présenter tout à l'heure. Tout à fait. On va prendre une deuxième et dernière question. Est-ce que c'est un véhicule homologué? S'agit-il d'un véhicule homologué? C'est un véhicule dont l'homologation est planifiée, on va avoir le tampon là au mois de juillet. Tous les tests UTAC qui servent à homologuer le véhicule ont été finalement enfin, on a effectué tous les tests et ils ont été tous validés en fait. Hein, donc on n'a aucun souci sur le fait qu'on va obtenir le tampon de validation. C'est juste une question de temps. Là. Il me semble que c'est un sujet R155 sur voilà, enfin, les détails, mais on l'aura au mois de juillet. Là. Voilà, le temps est écoulé. Merci beaucoup pour cette présentation bien dans le timing. De toute façon, on vous invite à poursuivre les échanges en bilatéral par la suite. Et on passe à Iveco avec Jean-Marc Boucheret. Oui. Bonjour. Alors pour Iveco Bus, Jean-Marc Boucheret, donc là, très content en tant que constructeur qui du coup a 2 annonces à faire. Premièrement, c'est qu'effectivement, nous avons désormais notre autobus 12 mètres hydrogène et qui est présent. Voilà, la photo faite hier à l'arrivée du véhicule sur l'exposition. Et seconde annonce, c'est aussi que donc l'industrialisation va commencer pour pouvoir livrer l'année prochaine les collectivités qui en ont besoin. On est sur un véhicule qui bénéficie du référencement GAM depuis le début de cette année. Et quelques vues. Donc on a eu l'occasion de participer à différentes phases de démonstration chez des clients et aussi des phases de remplissage. C'est important aussi de s'assurer que le véhicule
fonctionne avec les stations, comme ici où nous avions répondu présent à l'invitation du réseau Impulsion Zéro Emission Valley à Lyon, et même je dirais à Vénissieux. Donc on est installé à Vénissieux et la station est à Vénissieux, donc c'est un cas d'école formidable pour tester nos véhicules. Mais il n'y a pas que le véhicule. Ce que je voudrais dire auprès des porteurs de projets, c'est qu'on a un écosystème complet que l'on offre. La première maille, c'est le fait d'avoir inauguré l'année dernière des nouveaux bancs d'essai chez nous à Vénissieux, dans lequel on peut tester non seulement les véhicules complets, les composants, tous les accessoires au voltage et pas voltage, et en même temps une chambre climatique alimentée en hydrogène, en gaz et pour l'alimentation électrique. Donc, ce qui nous permet de faire ces développements supplémentaires par rapport à notre développement de véhicules à batterie. Davantage de fiabilité, garantir les délais, capable de faire des mises à jour. Donc, tout cet écosystème nous permet de faire en sorte qu'on va industrialiser effectivement le véhicule à Annonay pour des livraisons de l'année prochaine. Notre base, c'est effectivement le véhicule électrique à batterie, plus de 3000 commandes déjà assurées, 100 millions de kilomètres d'expérience. Donc, c'est le fruit de cette expérience que l'on étend. Avec aussi donc, ce que l'on appelle Energy Mobility Solutions, c'est des solutions pour étudier ensemble les meilleures offres, que ce soit sur des véhicules électriques à batterie ou hydrogène, voire même fournir des infrastructures comme on le fait déjà sur les véhicules à batterie, et des véhicules connectés avec de la télématique, parce que bien évidemment, pour être en capacité ensemble avec l'opérateur d'avoir des véhicules avec des très forts taux de disponibilité. Nos véhicules sont connectés, on va partager les données, on va capitaliser ensemble dans le but de faire réduire le TCO. Voilà pour cette introduction sur notre autobus hydrogène standard. Voilà, le véhicule est à l'extérieur, donc... Oui, j'en profite pour dire que c'est valable pour plusieurs autres véhicules que... S'il n'y a pas de questions pour M. Boucheret, je propose... Et je vous propose de passer à la présentation de M. Yves Desel pour une annonce. Citaro, donc Daimler Buses, c'est la filiale Mercedes pour les autobus et les autocars. Le Citaro Fuel Cell est exposé dehors, il est exposé en version articulée, il est disponible dès aujourd'hui en 12 mètres et en 18 mètres. Il est référencé également à l'UGAP sur ces deux longueurs. Donc ce véhicule est déjà commercialisé depuis l'année dernière. Les premières unités ont été livrées outre-Rhin en décembre 2023 et cette année, il y a 130 unités qui seront livrées à travers toute l'Europe. Voilà, on a aussi quelques projets sur la France, mais il est encore un peu tôt pour en parler. 12 et 18 mètres, des autonomies supérieures à 400 km puisque nous avons un système avec toujours un petit peu de batterie embarquée, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire fonctionner et les batteries et la pile à combustible de manière simultanée ou distincte. Donc ça, c'est par gestion énergétique. Cette technologie pile à combustible, nous l'avons prise chez Toyota. Nous avons une pile qui fonctionne non pas par rapport de puissance en fonction de la batterie, mais une pile qui fonctionne de manière continue au niveau de la puissance, qui lui permet d'avoir une durée de vie assez conséquente. Le stockage d'hydrogène, voilà, c'est 25 ou 30 kg, voilà, suivant si c'est un standard ou un articulé. Également, la batterie qui est, elle, plusieurs puissances possibles, qui permet de pouvoir faire rouler le véhicule en 100% sur la batterie. C'est-à-dire que s'il y a des gestions de TCO à étudier, on sait qu'aujourd'hui, l'hydrogène vert a quand même un certain coût.
le fait de pouvoir panacher les deux énergies sur le même véhicule en fonction des coûts d'approvisionnement de vos énergies, ça peut avoir du sens, et que la contrainte qui pourrait être celle d'avoir un chargeur supplémentaire pour de l'hydrogène, bah, de toute façon s'estomper dans le temps avec l'électrification de vos parcs. Donc voilà, c'est un pari que l'Allemagne fait, que Mercedes fait, de dire voilà, l'hydrogène, c'est pas forcément que de l'hydrogène. Tout ce qui est gestion de terre. Et l'hydrogène, donc on voit que sur un full élec, aujourd'hui, eh ben, sur un articulé, on ne prend pas le cas le plus favorable, mais 220 km, c'est voilà, un cas un peu moyen. Avec de l'hydrogène, on est au-dessus de 400 km, donc on couvre la totalité des besoins aujourd'hui d'un réseau d'exploitation. Je vous écoute s'il y a des questions à propos de notre offre. Ouais, on va mettre les slides avant. Et on partagera les slides. Ouais, on va trouver un moyen pour. Elles seront sur le site de replay si les pages sont bonnes, mais les slides. Il y a des questions. Une question? Ah. J'ai une question, c'est un véhicule étant dans des autonomies. Est-ce que vous êtes capable de prendre une version électrique et dans un second temps de l'upgrader vers l'extension d'autonomie? Je pense que ce n'est pas forcément quelque chose envisageable à cette heure-ci. Cette solution d'extension d'autonomie, elle a un impact sur le prix du véhicule de base? Est-ce qu'il est plus moins cher par rapport à un concurrent qui est plutôt sur du 100% hydrogène? Alors là, je ne peux pas parler des prix de la concurrence, je ne les connais pas, bien sûr. Le surcoût par rapport à un véhicule thermique, à un véhicule 100% électrique, bien sûr, il existe. Mais je ne pourrais pas en parler ici. Comment vous faites pour assurer la maintenance de ces véhicules quand vous en avez vendu une dizaine à une métropole? La maintenance, c'est assuré par qui? Alors la maintenance, souvent, c'est le délégataire, votre exploitant, qui la prend en charge, s'il a la capacité de le faire avec des formations. Mais nous, constructeurs, nous sommes un constructeur, nous avons nos capacités à traiter l'entretien de ces véhicules. Donc on peut très bien signer avec les collectivités et vos exploitants des contrats full maintenance qui permettent, dans un premier temps, au démarrage de ces nouvelles technologies, de prendre en charge ces contrats de maintenance. Une petite question, c'est ici. Sur les pressions de remplissage des trois véhicules, 350 bars pour tout le monde. On lève la main. 350 bars. Ok. J'ai pas compris la stratégie initiale de partir sur un projet économique, c'était pour remplacer. Alors la stratégie initiale, c'était de dire l'énergie hydrogène vert aujourd'hui coûte entre 20 et 25 euros le kilo à l'Europe. Alors je ne sais pas combien, il y a plusieurs prix qui circulent, mais en tout cas c'est quand même relativement élevé. La capacité d'exploiter toutes les lignes dures sans pour autant avoir des coûts de TCO qui explosent. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la suite. Merci beaucoup, messieurs. Je vais appeler M. Christophe Big de CEMAT et M. Eric Lucus de GCK. Et on va parler ici des camions bennes à ordures ménagères, dont je vous informe également qu'il y en a un que nous a
généreusement prêté pour les démonstrateurs, en tant que démonstrateur qui est disponible également derrière. Tout le monde donnerait 5 minutes, questions comprises. Monsieur Bigger, c'est à vous. Bonjour. Donc, Christophe Bille, directeur développement des produits stratégiques pour le groupe CEMAT. Je fais partie d'un groupe européen qui s'appelle le groupe Zoller. Donc, vous voyez ici en photo la première BOM à hydrogène donc, qui a été mise en service en France. Donc, en bas de la porte, vous voyez le logo Touraine Vallée de l'Inde, sur le vice-président, qui est intervenu ce matin. Donc, un véhicule qui a été mis en service il y a quelques années. En complément d'autres véhicules qui ont été livrés en Vendée et d'autres commandes que l'on va livrer en 2024 et 2025 donc sur le territoire français. Alors, notre métier, le groupe CEMAT, nous avons une usine à La Rochelle, c'est carrosserie industrielle. Donc en fait, notre métier avant tout, c'est de fabriquer des bennes à ordures ménagères, des balayeuses de voirie, des matériels de nettoiement, de lavage, et des matériels de collecte sur tout type de PTAC. Alors, pourquoi un véhicule hydrogène? Ça, c'est une volonté du groupe Zoller, groupe Kirchhoff, qui, il y a plusieurs années, donc, avait déjà parié sur le fait du développement d'énergie alternative et notamment de l'hydrogène. C'est vrai que l'Allemagne a été porteur ces dernières années sur ce marché-là. Donc, notre groupe a créé une filiale qui s'appelle Ingenius, qui aujourd'hui fait de la transformation de véhicules, uniquement dans le cadre d'un accord bien précis avec le groupe Daimler, donc sur une base économique qui nous est livrée dépouillée de toute chaîne cinématique, c'est-à-dire pas de moteur, pas de transmission. Et c'est un véhicule que l'on vient ensuite équiper avec les différents éléments, donc le moteur électrique, les réservoirs hydrogène, les piles à combustible, et qui en fait au final un véhicule électrique avec prolongateur d'autonomie par pile à combustible. Voilà. Équipé d'une benne à ordures ménagères. La particularité, c'est que ce véhicule, effectivement, on ne le commercialise qu'équipé d'une benne à ordures ménagères. Alors, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le marché français, c'est vrai qu'il n'y a pas de toile hydrogène qui tourne en France, excepté, alors si on regarde des bus, benne à ordures ménagères, donc il y a celles qu'on a déjà livrées, bon, il y a celles qui viennent récemment d'arriver sur Dijon. C'est vrai que le marché du poids lourd à hydrogène est un marché en plein développement, sur lequel il y a beaucoup de constructeurs qui investissent, mais par expérience, on l'a déjà vécu sur l'électrique, on l'a déjà vécu sur le GNV, on l'a déjà vécu au fil des ans, les projets de mise en place de carburants alternatifs, des projets de nouveaux véhicules dans une collectivité locale démarrent généralement toujours par les bus et les bennes. Ça, c'est un grand classique, hein, ça fait 40 ans, 50 ans que ça fonctionne comme ça. Par contre, il faut savoir que même si nous livrons sur le marché français 600 à 750 matériels par an, et que le marché européen, c'est plusieurs milliers de BOM par an, par rapport au marché des constructeurs de châssis, un châssis BOM, est un châssis un peu particulier, représente à peine 1% du marché du poids lourd en France et en Europe. Ça veut dire qu'en clair, on arrive toujours les derniers pour avoir une configuration qui corresponde au métier de la collecte des déchets. Donc notre groupe y a cru bien avant, et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'offrir cette possibilité d'acquérir un ensemble complet, benne à ordures sur châssis à hydrogène, porté par le groupe, donc c'est une offre globale. Donc c'est une offre sur laquelle nous faisons des propositions directement à nos clients, privés, collectivités locales, par le marché du gaz. Depuis maintenant plusieurs années. Et ce véhicule est obligatoirement commercialisé avec un contrat de maintenance. Le sujet de la maintenance des véhicules hydrogène est un vrai sujet par rapport au niveau de qualification du personnel, par rapport aux zones annexes, par rapport aux responsabilités que porte la personne qui fait la maintenance. Donc, c'est un véhicule qui est commercialisé avec un contrat de maintenance de 5 ans minimum, le temps d'être sûr que tout soit bien calé avec la collectivité ou le prestataire, et le temps, on va dire, d'avoir acquis les niveaux de qualification nécessaires. Autre particularité, pourquoi on a déjà des véhicules qui circulent depuis des années, alors que ça semble très compliqué de faire tourner un poids lourd en France, c'est qu'on a obtenu un agrément au niveau européen en tant que constructeur de poids lourd. Donc aujourd'hui, nous sommes enregistrés dans la base CIV, qui fait qu'on immatricule notre véhicule hydrogène en 24 heures par Internet, comme n'importe quel véhicule poids lourd, qu'il soit thermique, diesel, GNV ou électrique. Donc on est agréé constructeur poids lourd
et on se positionne uniquement sur ce cœur de métier qui est le véhicule pour la collecte des déchets. On n'a pas vocation à faire concurrence au transport routier, aux véhicules de distribution, aux tracteurs routiers, etc., etc. Donc c'est une offre clé en main globale qui semble satisfaire les différentes collectivités qui ont travaillé avec nous, même si c'est un parcours long et difficile, comme l'ont dit les intervenants de ce matin, que ce soit Dijon, Vallée-de-l'Indre ou autre. Voilà. Vous avez bien soudé. J'étais calé. On va prendre une question quand même. Une seule. Yes, question. Non, écoutez, c'est pas le cas. C'était clair. Très clair. Bonjour à tous. Donc, Henrik Dupuis, responsable commercial pour GCK Mobility. GCK Mobility, c'est la filiale du groupe GCK qui est spécialisée dans le rétrofit de véhicules. Donc, rapidement, le rétrofit, qu'est-ce que c'est? C'est on prend un véhicule qui a plus de 5 ans, ça c'est réglementaire, il doit avoir plus de 5 ans, on enlève la chaîne cinématique thermique et on la remplace par une chaîne cinématique électrique ou électrique hydrogène. Donc là, aujourd'hui, dans le sujet des bennes en dur, alors, on est en cours d'homologation sur un châssis Renault D-Wild 26 tonnes, aussi bien en benne à dur qu'en bras en pyrrole. Donc le travail que l'on fait, on le fait sur le châssis Renault D-Wild, et après l'organe auxiliaire, voilà, c'est des variantes, c'est des extensions d'homologation qu'on va aller chercher en fonction des produits et des besoins des clients. Donc on a dimensionné le rétrofit en allant chez nos clients, chez nos prospects, récoltant un maximum de données sur leur exploitation. Et ensuite, on a défini le rétrofit pour répondre au maximum aux usages de nos clients. Donc là, vous voyez à l'écran, vous avez donc une benne à ordures en pyrrole avec un rétrofit qui est sensiblement différent. On a 15 kg d'H2 sur la benne à ordures. Sur l'empyrole, souvent, c'est des empattements qui sont un petit peu plus longs, donc on peut aller jusqu'à 22 kg d'H2 pour répondre à un besoin d'un cycle, d'un poste de 7 heures. On va aller de 40 km avec beaucoup d'opérations de compactage vers plus de 100 km et un peu moins d'opérations de compactage. Aujourd'hui, on met une pile qui sera entre 75 et 80 kW. A priori, on va passer avec la pile Toyota, des réservoirs entre 14 kg d'H2 jusqu'à 22 et des batteries de GCK Batterie, qui est du coup une entité du groupe GCK. On a plusieurs clients qui nous ont fait confiance, qui nous ont permis de démarrer ce projet. Il s'agit donc de la communauté urbaine de Dunkerque, celle d'Auxerre et de Suez. Voilà, donc c'est prévu pour une homologation début d'année 2025. Et après, on enchaîne les livraisons à partir du mois de juin 2025. On enchaîne pour une dizaine de véhicules. Sur l'homologation, on est confiant parce que la plupart des composants, j'en parlerai sur la séquence suivante, mais la plupart des composants, on les utilise déjà dans un autocar qu'on a homologué. Voilà, en fait, on va répéter la même démarche et l'intégration sera proche. Sans parler du fait que, forcément, les organes auxiliaires d'une benne à ordures doivent être aussi alimentés. Il y a un processus bien spécifique qui est développé pour cette partie-là, que l'on ne connaît pas forcément sur l'autocar. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions sur les pommes GCK? Vraiment, c'était clair. André Grimbert, est-ce qu'on a un rapport d'économie au niveau des coûts si on fait un rétrofit? Ouais. Par rapport à ça. Si on regarde que la transformation, c'est vrai qu'on va être de l'ordre de 50% par rapport au coût d'une benne à ordures neuve. Voilà, après, forcément, comme je l'ai dit, le véhicule doit avoir plus de 5 ans. Donc la benne en elle-même, il faudra peut-être la rénover, donc il y aura un coût. Voilà, donc l'écart va peut-être se réduire. Mais voilà, l'ordre de grandeur, c'est ça, entre 50 et 40% de charge. Parce qu'après, on travaille avec des carrossiers qui peuvent effectivement remettre à niveau la benne, éventuellement la cabine, en fonction de l'état du véhicule. Quand on sait qu'une benne à ordures, on la renouvelle en gros tous les 7 ans. À peu près. Mettre 250 ou 300 000 € dans un rétrofitage d'une benne, il faut qu'elle ait quel âge pour que ce soit valable?
Le problème, c'est qu'il faut on est tenu à ce qu'elle ait au moins 5 ans. Donc là, vous allez me dire que vous allez devoir la renouveler au bout de 2 ans, mais voilà, faut bien comprendre qu'on remet une chaîne cinématique neuve. Donc c'est peut-être ce modèle-là qui sera amené à évoluer, et c'est le cas hein, dans la plupart des... Pour rétrofiter, quelle est la prestation? On a posé la question pour les cars hier. On m'a dit on refait le plancher, on refait tout, on refait quasi presque la moitié du car. Donc pour 250 à 300 euros. C'est important, ça, le détail de la prestation dans le rétrofitage. Tout à fait. Principalement, nous, notre offre de base, c'est uniquement la transformation de la chaîne cinématique. Par contre, dans certains des cas sur lesquels on travaille, on va également changer la benne. Parce que les véhicules identifiés auraient par exemple une benne biflux et pour ce dossier-là, il faut la passer en simple flux. Ça peut être le cas. Ou alors parce qu'elle est fatiguée 5-6 ans, qu'il faut la remettre à niveau. Et quand vous mettez tout dans la balance, du coup, une nouvelle chaîne cinématique, une nouvelle benne, c'est un budget conséquent, mais ça vous permet peut-être au-delà, au lieu de les renouveler au bout de 7 ans, peut-être d'aller chercher 2-3 ans supplémentaires. C'est le cas qu'on a eu là dans les contrats qu'on a remportés. Ça a été effectivement que les exploitants puissent aller négocier entre guillemets avec leurs clients que leur contrat qui ont imposé que le véhicule ait plus de 8 ans, et moins de 8 ans, étant donné qu'il était rétrofité, qu'on mettait une chaîne cinématique neuve, qu'on changeait la benne et qu'éventuellement il y a une petite rénovation de la cabine, on puisse aller au-delà des 8 ans. On prend une dernière question brève, réponse brève, parce qu'on a écoulé le temps. D'accord, question brève. Vous citez les 3 exemples de clients. Suez, vous pouvez préciser le contexte, si possible? Je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais voilà, c'est pour un projet en région parisienne, pour lequel voilà, on va pouvoir leur livrer 2 bennes à engin. Et effectivement, le travail de transformation complète que j'ai rapidement évoqué là, c'est bien avec eux qu'on a effectué. Voilà, au bout de 5 ans, la benne et quelque chose d'occasion, au bout de 5 ans, elle a toujours une valeur économique et comptable, donc c'est un budget. Vous rajoutez le rétrofit et vous rajoutez éventuellement une benne neuve. Voilà, vous êtes toujours dans des tarifs qui sont avantageux par rapport à une benne. Une question à tous les deux. Non, mais que pensez-vous de l'arrivée du moteur à hydrogène à combustion? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu l'intervention de notre directeur de l'innovation. Il y a certainement d'entreprises qui font des recherches assez poussées pour transformer le moteur à explosion d'essence et gazole en moteur à explosion de combustion environ à hydrogène. C'est le cas de GCK. Et donc, ça va quand même rebattre les cartes d'une manière intéressante. Tout à fait. C'est le cas de GCK. C'était notamment le sujet de l'intervention de notre directeur d'innovation ce matin. On a bien conscience que pour certains usages, encore une fois, nous, on a le agnostique sur l'énergie, sur la technologie. Pour certains usages, le moteur à combustion sera très pertinent. Pour un usage urbain où vous avez beaucoup d'arrêts, où du coup vous pouvez bénéficier de la régénération des batteries avec beaucoup de stop, pour nous, c'est vrai que l'électrique hydrogène reste cohérent sur la dernière bande. La régénération, je suis d'accord, effectivement, ça fait partie des critères. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a un facteur psychologique sur le terme de moteur à combustion. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, le moteur à combustion reste un moteur qui pollue. Donc le moteur à hydrogène à combustion a un intérêt technique. Alors il y a encore des choses, les montées en température, l'étanchéité, la corrosion de l'hydrogène, il y a plein de sujets à traiter, parce que c'est une technologie récente. Par contre, il faudra effectivement bien anticiper ce problème juste psychologique. Moteur à combustion, c'est un moteur thermique dans l'esprit des gens. Véhicule électrique et prolongateur, c'est un véhicule propre. Il y a une question d'image. Il faut en travailler en parallèle. Et réglementaire, parce qu'on dit qu'il n'y a quasiment plus d'oxyde d'azote, quasiment plus de microparticules, mais tout est dans le quasiment. Voilà, donc ça se joue à pas grand-chose. Et puis après, donc, il y a l'aspect norme européenne qui fixe des seuils. Voilà, c'est pas un sujet simple. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous deux pour de continuer sur la 3e séquence, celle sur les véhicules utilitaires et les minibus, en accueillant Monsieur Julien-Étienne Dia et Monsieur Stéphane Machad de Cité Margis.
Très bien, bonjour à tous. Je suis Julien Etienne, je suis responsable Sales Marketing du groupe IVIA, de la société IVIA. IVIA, c'est une JV entre le groupe Renault et Plug Power. C'est une JV qui a été créée il y a 3 ans et dont le but est d'amener des solutions pour la mobilité hydrogène et des solutions complètes, des écosystèmes complets sur la mobilité du véhicule utilitaire léger. Nous sommes basés en France, nous construisons nos véhicules en France, nous sommes intégrés dans le schéma industriel de Renault avec une usine supplémentaire pour l'assemblage des piles à combustible qui est basée à Flins, dans les Yvelines. Comme je viens de le dire, IVIA, ce n'est pas juste une offre de véhicules, c'est une offre d'écosystème. C'est-à-dire que quand on parle de mobilité hydrogène aujourd'hui, la notion de disponibilité de la molécule, la notion de disponibilité de stations de recharge sont tout aussi importantes que la disponibilité et la performance des véhicules. Un dernier point qui est très important, c'est bien évidemment le réseau de maintenance. Et on s'appuie sur nos deux actionnaires pour adresser tous ces points. Donc, bien évidemment, on a un véhicule au centre de notre offre. Le véhicule, vous pouvez le voir aujourd'hui sur le parking. On a des véhicules qui ont été homologués pour une commercialisation en Europe en avril l'année dernière, avec une gamme qui continue à se déployer et la nouvelle génération de Master qui sortira en fin d'année prochaine. Donc, on a des véhicules aujourd'hui sur la route qui sont utilisés. Et autour de ce véhicule, on a un actionnaire qui s'appelle Plug, qui est un des investisseurs majeurs dans les capacités de production d'hydrogène vert en Europe. Donc, ça nous donne accès à de la molécule en Europe pour nos clients. On a développé une solution de station de recharge qu'on appelle une station de transition, une station de taille moyenne avec un acteur majeur de la station-service qui est Attaway, basé en France. Aujourd'hui, on déploie les premières stations. Donc, une offre qui existe et qui est en cours de déploiement. Et on utilise le réseau près de nos clients et avoir la capacité de faire la maintenance des véhicules hydrogène en toute sécurité avant de livrer les véhicules à nos clients. Qui viennent intégrer des subventions, qui viennent intégrer des contrats de service, éventuellement l'accès à la molécule, pour avoir une offre, on va dire, rassurante pour nos utilisateurs et une offre qui fait sens économiquement. Voilà le premier véhicule qui est sorti. Donc il a été homologué, comme je l'ai dit, en avril. On est sur un véhicule de 3,5 tonnes, donc conduisible avec un permis B. Quelques dizaines de véhicules en service aujourd'hui avec des usages intensifs. Certains de nos utilisateurs conduisent entre 400 et 600 km tous les jours. Je garde le nom des clients pour l'instant confidentiel, mais il y a eu quelques annonces dans la presse de partenariats en cours. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Absolument, monsieur. Non, parce que le problème de commercialisation du c'est que ce soit des poids ou ce type de véhicule, on n'a rien pour 150 000 €. Je ne sais pas combien il coûte celui-là, mais bon, de 100 000 sûrement. Donc la plupart des acquéreurs n'ont pas les moyens de se payer ce véhicule. Donc il faut vraiment un système d'aide à la vente. Et je pense que leasing est une des solutions de location du véhicule, courte ou longue durée. Mais voilà. Absolument, absolument. Et c'est la raison de la création de cette captive de financement, de proposer des offres de leasing sur ces premiers véhicules qui sont les premiers qu'on produit en petite quantité.
on offre des contrats de leasing de 2 ans qui nous permettent de faire le trait d'union jusqu'à la disponibilité de la prochaine génération qui aura des conditions économiques très différenciées parce que produit directement sur la ligne Renault, parce que produit en volume. Donc aujourd'hui, on est bien conscient une partie de la réponse. On vient aussi intégrer, on travaille avec les régions notamment. Défalquer des loyers. Question, vous avez monté à 350 bars ou 700 bars? 700 bars. Et la station dont j'ai parlé est en 350 et en 700 bars. Et refroidie de manière à avoir une expérience client et un temps de remplissage de 5 minutes comme sur une grosse station publique. J'ai une question aussi. Il y a quelques temps, vous avez présenté le MAD en configuration transport de passagers. J'ai pu comprendre que pour l'instant, c'est mis un peu en sommet. Bien sûr, vous avez bien compris. Donc, c'est une annonce que nous avons faite l'année dernière. Étant donné les volumes limités, étant donné le temps de commercialisation limité de cette première version, de cette première génération, de véhicules de transport de personnes des collectivités. On ne l'a pas enterré, mais sur cette première génération, on se concentre sur la fourgonnette. Sur la génération suivante qui sort l'année prochaine, on aura des transformations bien plus, on va dire, variées, dont des offres de transport de personnes. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à M. Machka pour... Merci à tous. C'est du groupe Stellantis. Donc je rappelle Stellantis, né en 2021 de la fusion des groupes Peugeot, Citroën, Opel d'un côté et Fiat Chrysler Automobile de l'autre. Donc c'est un groupe qui aujourd'hui représente 14 marques automobiles dans le monde. Donc un premier mot déjà sur pourquoi l'introduction d'un véhicule hydrogène dans la gamme des produits Stellantis, pour une raison qui a déjà été abordée maintes fois, c'est qu'on a affaire à des sociétés qui roulent en diesel, qui doivent ou qui souhaitent verdir leur flotte et qui ont un souci avec les véhicules purs électriques pour des raisons, comme indiqué ici, de temps de recharge ou pour des raisons d'autonomie et qui, malgré tout, doivent pouvoir être en zéro émission et aller dans les zones urbaines restreintes et de plus en plus restreintes à l'avenir. Donc, nous voyons l'offre d'un véhicule hydrogène comme un produit intégré à notre catalogue, c'est-à-dire que selon les pays, nous commercialisons sous différentes marques. En France, nous commercialisons sous les marques Peugeot et Citroën, en Allemagne, aux Pays-Bas, sous les marques Opel, et puis je parlerai des plans de développement sur les autres pays. Mais donc la première chose à retenir, c'est que notre offre de véhicules utilitaires légers hydrogène fait partie de notre offre zéro émission et est un complément indispensable pour les peut-être 15-20% d'utilisateurs de véhicules diesel qui ne peuvent pas se permettre de passer au simple électrique. Donc c'est un complément d'offre intégré à notre gamme. À la différence de mes amis d'IVIA, Stellantis n'a pas créé de structure spécifique dédiée à l'hydrogène, puisque comme je le disais dans le slide précédent, notre volonté est de normaliser l'offre hydrogène, d'en faire une option possible. Et donc nous avons, comme IVIA, vécu une phase step 1 qui a démarré un petit peu plus tôt, qui a démarré en 2020. Citroën Jumpy ou Opel Vivaro, dans 3 pays d'Europe, France, Allemagne et Pays-Bas.
Ça nous a permis donc d'avoir un retour d'expérience, mais comme vous le savez, 300 véhicules dans l'industrie automobile pour un grand groupe, c'est du prototype quasiment. Donc on était sur un prix public qui était de 130 000 € hors taxe, et on a malgré tout réussi à en vendre 320. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, à l'époque, il y avait 60 000 € de subvention par véhicule vendu. Donc ça pouvait aider à convaincre les sociétés. Et deux, parce que parmi nos clients, nos gros clients, nous avons des sociétés de taxi qui ont pu bénéficier de notre offre de notre Peugeot Expert transformé en transport de personnes à mobilité réduite. Donc 6 passagers dont un fauteuil roulant. Et des véhicules hydrogène TPMR, donc transport de personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, nous sommes les seuls sur le marché. Donc, c'est ce qui explique ces chiffres. Aujourd'hui, nous sommes quasiment en juillet 2024. C'est un mois clé pour Stellantis, puisque à partir de ce mois, nous passons du mode prototype. Alors, j'entends prototype par le fait que notre expert était un expert électrique qu'on envoyait dans une usine en Allemagne, on retirait les batteries, on mettait des réservoirs et une pile à combustible Symbio, puisque vous savez que Stellantis est entré dans le capital de Symbio l'année dernière, c'est une preuve supplémentaire. Au mois de septembre, cette fois-ci est mise en ligne dans notre usine de Valenciennes. Les hydrogènes sont complètement fondus dans la masse. Et là, on passe d'un capacitaire à quelques centaines d'unités, comme je viens de le dire sur le Step 1, à un capacitaire installé en première année, c'est-à-dire mi-2024, fin 2025, on va dire, de 5000 unités. Donc on change de braquet, on passe d'un rapport de 1 à 10. C'est donc la première grosse évolution chez Stellantis actuelle. La deuxième grosse évolution, c'est qu'à partir du mois d'octobre, nous démarrons la production de notre gros véhicule utilitaire, donc Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Opel Movano, Fiat Scudo. Ouais, c'est ça. Non, Scudo, c'est le petit. Ducato, bien sûr, Ducato, excusez-moi. Et donc 13 mètres cubes en deux versions, une version 13 mètres cubes, une version 17 mètres cubes, plus de 500 km d'autonomie. De première génération qui est exposé, c'est celui qui a été vendu à ces fameux 300 exemplaires. Notre ambition en hydrogène ne s'arrête pas là, puisque à horizon un peu plus lointain, 2026, nous abordons le marché nord-américain avec un autre produit, qui est un heavy duty truck, donc un gros pick-up spécifique au marché nord-américain. Et je crois que j'en ai fini. Voilà. S'il y a des questions, On peut prendre des questions, d'autant que deux de nos intervenants sur les stations devraient être arrivés, mais ils ne sont pas encore arrivés. Pardonnez-moi, je n'ai pas dit le prix de la deuxième génération, puisque vous parliez du prix, M. Hénaud. 71 500 € en prix public pour l'expert, contre 130 000 pour la première génération. Vous voyez que le passage en série nous a fait baisser de 45% le prix de vente. Communiquer les prix aux futurs acquéreurs, c'est-à-dire aux entrepreneurs locaux, aux grandes et moyennes entreprises, mais aussi à l'artisan. On doit pouvoir leur dire en complément d'information combien ça coûte. Parce que c'est la première question qu'ils vont se poser. C'est clair, si ça coûte trop cher, ils vont dire tu te le gardes ton truc. Non, il faut aller à la réalité du terme, c'est ça. Et c'est sans subvention, et sans remise. Ça vient pas. Et je précise que le succès d'Ivia est mon succès aussi, c'est-à-dire que je pense que là, on est embarqué dans le même bateau. Oui, pardonnez-moi.
Et j'espère que c'est de même pour eux vis-à-vis de nous, parce que moi j'ai tout intérêt à ce que la filière accélère, parce qu'on a des engagements vis-à-vis de nos industriels, on a pris des engagements, on a tout mis sur la table, on a investi, on a un capacitaire de 5000 bagnoles, donc maintenant il faut des commandes. Et je sais que si VIA fonctionne, la filière va se mettre en route, et donc on est dans le même bateau. Ouais. J'ai coutume de dire. Le mot de la fin, on va peut-être sortir. Mais il faut, ensemble, on doit créer un marché. L'ensemble de la amiral de Hyundai a parlé des problématiques de maintenance, d'entretien des garages locaux sur les personnes qui acquisent les véhicules. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et là, vous parlez de 5 000 unités par an franchiennes. Comment vous allez parler de la maintenance, je vais peut-être en parler. Pour que le petit garage local soit à même de... Alors évidemment, Julien en a parlé un petit peu pour Ivia. On a, nous aussi, désigné ce que nous appelons dans notre jargon interne des H Expert Centers, c'est-à-dire des réparateurs agréés de marque Peugeot ou Citroën en France, par exemple, qui, sont situés dans des zones de potentiel d'acquisition, c'est-à-dire que rien ne sert d'aller former un concessionnaire à Morlaix s'il n'y a pas de station à moins de 200 km. Donc notre premier critère, c'est où est-ce qu'il y a des stations hydrogène qui existent, où est-ce qu'il y a des bassins de véhicules utilitaires diesel aujourd'hui qui roulent, où sont donc nos clients potentiels, et là on forme les H Expert Centers qui ont pour caractéristique d'être déjà des I Expert Centers, c'est-à-dire qui sont habilités à réparer des véhicules électriques. Donc ça, c'est notre première couche. Donc on a aujourd'hui à peu près 25 H Expert Centers en place. On a un groupe de flying, on appelle ça des flying doctors. Des hubs, c'est-à-dire des super réparateurs qui, eux, font toutes les opérations complexes, haute pression, etc. Un basé en Allemagne et un basé à Carrières cette fois-ci en Île-de-France. Donc on a évidemment, en lien avec le déploiement de ces volumes d'hydrogène, on accompagne la montée en compétence de nos réparateurs agréés choisis. Merci beaucoup. Merci Roger. On peut appeler. Jean-Michel Amaré et Benjamin Straubach pour la séquence station de distribution d'hydrogène. Je propose de les applaudir également. Je donne la parole à Du principe, 5 minutes, question. Merci. Bonjour à tous. J'ouvre le bal, alors, si c'est comme ça que c'est prévu. Donc, je m'appelle Catherine Azopardi, je suis directrice du développement en France pour le compte d'HRS. Donc, HRS, si vous ne connaissez pas, c'est un constructeur de stations. On est dans le bon atelier pour parler de stations, constructeur de stations français, qui est basé à côté de Grenoble, à Champagné. Quelques chiffres, on aime bien quelques chiffres. Les capacités des stations, les stations qu'aujourd'hui on commercialise, ce sont des stations entre 200 kg par jour et 2 tonnes d'hydrogène par jour. Le chiffre d'affaires du dernier exercice d'HRS, c'était 30 millions d'euros. Et nous avions, il y a encore quelques mois, 142 collaborateurs. Si on rajoute les externes, on est plutôt à 160. Donc aujourd'hui, on a 160 collaborateurs. Nous avons 18 stations qui sont en fonctionnement, qui sont ouvertes et en fonctionnement. Et nous avons, depuis 3 ans, délivré 10 tonnes d'hydrogène au travers de ces stations et avitaillé à peu près 8000 véhicules.
les chiffres, c'est terminé. Donc, la stratégie d'HRS. L'histoire d'HRS, si vous ne la connaissez pas, c'est une entreprise qui a été créée par Hassan Rachedi en 2009 et qui faisait de la tuyauterie industrielle. Donc, fort de la fabrication dans notre nouvelle usine à Champagné, mais nous faisons nous-mêmes aussi l'installation des stations avec le raccordement des différents modules entre eux, que ce soit sur la partie tuyauterie, fluide, ou que ce soit sur la partie électricité. Et nous faisons aussi la programmation de l'automate nous-mêmes. C'est une stratégie intégrée avec la conception, la fabrication, l'installation, la mise en service et la maintenance. Ce sont les équipes d'HRS qui font la maintenance des stations. Alors, en général, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est la maintenance 3 et 4, mais on peut aussi le faire. On peut aussi faire une maintenance 1 et 2 si nécessaire. Bon, ben, quelle collaboration. Merci beaucoup, Jean-Michel. L'usine à Champagné, c'était pour vous montrer quelques photos. Donc, c'est une toute nouvelle usine qui a été inaugurée en mars dernier, qui fait 14 000 m², qui intègre une zone d'essai de 2 000 m², qui nous permet de tester de nouveaux équipements de fournisseurs, qui nous permet de mener de la recherche et de l'innovation. On a 2 programmes européens qui sont, par exemple, le REVI sur la vitesse de distribution. L'usine elle-même qui fait 10 000 m², où on peut fabriquer en série des stations, et puis les bureaux qui sont la dernière partie. Une petite carte pour vous montrer où sont situées ces 18 stations qui distribuent plus de 200 kg d'hydrogène par jour. Donc vous voyez qu'il y en a, alors en vert, pour vous donner, en vert ce sont des stations qui sont en opération. Celles qui sont en cours, c'est des stations qui sont installées en mise en service, mais pas encore ouvertes au public. Et les futures stations, c'est celles qui sont en chantier, en travaux. Peut-être ce qu'on peut noter, c'est que nous avons quelques stations maintenant qui sont en Europe, avec des clients des clients français qui nous emmènent avec eux sur ces territoires européens. Et puis, si on est d'accord pour considérer que l'Angleterre n'est plus dans l'Europe, on a aussi une station, on a aussi 3 stations, 2, bientôt 3, qui sont hors Europe. La présentation de notre gamme de stations, donc nous avons une station qu'on appelle HRS 14, c'est-à-dire qu'elle délivre 14 kg par heure d'hydrogène, et qui est une station compacte d'amorçage d'écosystèmes. Et ensuite, nous avons développé une gamme de stations qui sont évolutives, avec la première station qui fait 1 tonne par jour et la deuxième 80 kg par jour, 2 tonnes par jour. Nous avons aussi des solutions un peu sur mesure, comme par exemple l'avitaillement de trailers. Et nous arrivons sur la fin, pour respecter les 5 minutes, avec quelques images de stations qui sont aujourd'hui opérationnelles. Peut-être que c'est loin, que vous ne le voyez pas très bien, mais nous avons des stations tout type de véhicules, qui a vraiment aussi bien des véhicules utilitaires légers qu'un camion, que des véhicules de pompiers, des véhicules utilitaires, que des véhicules légers. Et nous avons aussi 2 stations qui ont été installées sur des sites industriels pour des constructeurs d'automobiles notamment, ou de pièces automobiles, et qui souhaitent tester sur des circuits fermés cette nouvelle mobilité qui est l'hydrogène, avec des stations qui sont démontables. Donc on installe et qu'on peut démonter pour réinstaller ailleurs. Voilà pour vous faire un petit panorama des stations, c'est une station. Je vous remercie pour votre écoute et à votre disposition si vous avez des questions. Merci Catherine. Alors c'est pour une question et après on enchaînera pour prendre une question. Y a-t-il une question? C'est pas dans les médias. Ça va être clair. Pour être. Je reste là s'il y en a d'autres à venir. Je pense que c'est Bonjour, donc
Jean-Michel Amaret, président et cofondateur d'Ataway. Donc Ataway est un acteur français également qui travaille dans l'hydrogène depuis 2012, qui a installé ses premières stations en 2015 et qui depuis continue de croître et de faire évoluer sa gamme de produits basés sur des sujets d'expertise et d'accompagnement des porteurs de projets pour justement arriver à bien définir, bien cadrer quel va être le projet, quelle va être la montée en puissance des usages tels que vous les envisagez avec les différents types de véhicules en nombre, en typologie, pour définir les produits qui pourront accompagner les porteurs de projets de manière Ils ne sont pas prévus, on est une centaine de collaborateurs aujourd'hui. Nous sommes en train de racheter l'activité station de McPhy également, ce qui va porter 150 collaborateurs et basé en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est là-bas que les choses se passent aussi. En tout cas, se passer au début, pas que, bien sûr, mais en tout cas, il s'en passe pas mal, puisque nous sommes basés à Chambéry, et l'activité de McPhy sur Grenoble, donc forcément, on est dans cet arc alpin qui est assez dynamique sur le sujet. 20 millions d'euros de chiffre cette année, en forte croissance. En termes de produits, nous avons déployé nos premières stations dès 2015, comme je le disais, ce qui nous a permis d'avoir 40% de part de marché en France. C'est pas le but, l'intérêt, c'est d'être très connecté avec l'évolution des besoins, des usages. Et donc, on a une gamme de produits qui est la plus large du marché, tout simplement parce que les besoins ont évolué au fil du temps. Depuis 2015, c'est la préhistoire de l'hydrogène. Et de ce fait, les besoins évoluent, on le voit au travers de notre gamme de produits. Cette gamme de produits elle se décline en trois grands produits. Le premier que vous voyez ici, c'est une station mobile. Donc c'est une station qui est sur un camion qui, comme son nom l'indique, se déplace. Donc c'est la station qui se déplace vers les véhicules plutôt que les véhicules se déplacent vers les stations. Et sujets de déballage, de sujets de démonstration, à des sujets d'essai, si vous voulez tester dans le cadre de projets pendant quelques semaines ou quelques mois des véhicules pour voir si ces véhicules sont adaptés à vos usages et comment vous allez vous projeter dans le futur. Cet équipement-là est capable de se déplacer pour venir faire ces tests assez facilement et surtout très rapidement de manière ultra flexible. Un des objectifs de ces stations seront aussi d'aller dans des projets typiquement d'alimentation d'engins spéciaux pour les chantiers de voirie, les chantiers de bâtiments, les grands chantiers, où là, par définition, les chantiers se déplacent en permanence. On va rendre une pelleteuse aller faire le plein à une station de service. Deuxième produit, une station compacte. Donc ces stations compactes ont notre intérêt, elles sont là pour amorcer les premières phases de projet quand on n'a que quelques véhicules et quand on est dans une phase où on a décidé d'investir, mais le temps que tous les permis soient obtenus, que tout le foncier soit aménagé, le génie civil soit réalisé, que les raccordements électriques sur des stations de plus grande capacité soient obtenus. Et tout cela, c'est un parcours qui peut prendre plusieurs mois, voire une année. Très clairement, si vous voulez commencer à amorcer votre flotte avec des petites tailles de véhicules, mais pas dans de l'ultra-mobilité, mais tout en gardant de la flexibilité, ces stations compactes, comme leur nom le décrit, sont en un seul bloc, monobloc, permettent d'alimenter jusqu'à plusieurs centaines de kilos par jour, donc plusieurs dizaines de véhicules lourds, transport de personnes ou autres applications, comme les vues que vous avez vues avant, transport de personnes, mais aussi, puisque là, l'exemple que vous avez, elles alimentent des bennes à ordures ménagères, donc tous ces véhicules que l'on retrouve dans les collectivités pour assurer une qualité de service optimale. Pas besoin de génie civil, on peut la poser comme vous voyez là sur des parkings, sur des plots, sur des parkings, sans avoir d'aménagement qui soit ultra fort, tout en respectant les normes de réglementation, bien entendu. Donc, amorçage des flottes. Dernier sujet, les stations qui elles sont de grande capacité, donc qui montent jusqu'à 2 tonnes. En effet, vous voyez qu'on a les mêmes capacités, puisqu'on sent que le marché se stabilise maintenant au travers de ces usages, où là, on va avoir des stations qui sont dans des logiques. Là, vous avez l'exemple d'un projet qui est dans la région parisienne, Châtillon et Châtenay-Malabry, sur lesquels
On a un module de production de 5 MW d'électrolyse, donc on produit 2 tonnes d'hydrogène par jour, et une station qui va jouer le rôle d'un côté d'alimenter des véhicules pour environ 1 tonne par jour, et de l'autre alimenter des tubes trailers pour 1 tonne par jour. Un tube trailer, c'est un camion qui permet de transporter l'hydrogène à 10 km de l'électrolyseur pour alimenter une deuxième station satellite. C'est un modèle qui est un modèle que l'on observe beaucoup maintenant dans les déploiements de réseaux. On est dans ce qu'on appelle de la production semi-centralisée et de l'alimentation de stations satellites ou stations filles autour de la station mère qui elle-même est connectée à l'électrolyse. Donc là, ce sont des déploiements et l'exemple là-dessus permet d'alimenter 30 bus et 27 belles armures. Donc vous voyez qu'on est dans ces schémas, encore une fois, pour servir des collectivités. C'est Vallée Sud en Paris qui va faire ça. On alimente tout type de véhicules. Et je pense que je suis pour vous de la présentation à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles. Merci Jean-Michel. C'était branché le. Non, je ne sais même pas ce que c'est. Allez. Donc, bonjour à tous, Benjamin Stropard, donc chef de produit hydrogène dans le groupe Madic. Alors, je vais commencer par une brève présentation du groupe Madic. Peut-être que certains nous connaissent un petit peu moins que mes confrères de HRS ou Attaway. Donc, nous sommes constructeurs, intégrateurs, mainteneurs français de stations hydrogène claires. De stations-service. Et on est devenu industriel en 2006 avec le rachat du groupe Lafon du côté de Bordeaux. Voilà, donc on a construit un tout nouveau bâtiment fin 2022, le pôle technologique, à une vingtaine de kilomètres au nord de Bordeaux, 18 000 m². C'est là où on va retrouver nos chaînes d'assemblage, donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait là-bas. Et 2024, en fait, est un jalon important pour nous, puisque c'est la construction de notre première station hydrogène. Aujourd'hui, on acte sur 3 et on a 3 piliers de développement. Le premier, donc, c'est les énergies et l'environnement automobile, donc c'est-à-dire plutôt la construction, l'installation de stations multi-énergie. Donc l'hydrogène est la dernière brique que l'on rajoute à ces énergies. Voilà, on fabrique aussi des bandes de recharge électrique sur notre pôle technologique. Voilà, et notre matériel de paiement qu'on fabrique aussi à côté de Bordeaux, ainsi que tous les systèmes de gestion public, privatif des stations et le point de vente qu'on peut trouver aussi sur ces qui développent et créent les contenus de ces écrans. Voilà. Donc on est vraiment un acteur du monde de la station depuis 50 ans. Aujourd'hui, le groupe, c'est environ 1400 collaborateurs, donc 100% familial, donc groupe familial détenu par la famille Bossier. On fait 270 millions d'euros de chiffre d'affaires et à travers une dizaine de sites industriels et de services, alors principalement en Europe de l'Ouest, donc voilà, Espagne, Italie, Belgique, Angleterre et bien sûr en France avec notre pôle technologique et nos 8 agences dans les territoires. Voilà, où on va retrouver à chaque fois un service construction et un service maintenance. Quelques chiffres, alors on va parler de chiffres. Alors, sur la partie station, on a construit à peu près 3000 stations aujourd'hui sur les 11 000 qui sont en France et on intervient au quotidien sur 6 000. On a vendu à peu près 20 000 points de charge, donc électriques, et 25 000 automates de paiement fabriqués et installés. Donc si je présente un petit peu l'offre station, donc on a une connexion pour le client pour sa source d'hydrogène. Alors ces sources d'hydrogène avec la partie compression. Cet hydrogène comprimé, donc il peut être comprimé à 500, à 900 bars en fonction de la pression qu'on va vouloir en distribution. Ensuite, on va venir donc le distribuer
dans les bornes de distribution avec un refroidissement. Donc on propose aussi une boucle de refroidissement qui est nécessaire pour si on veut atteindre des débits suffisants, voilà, pour les véhicules. Du côté donc on est intégrateur, comme vous l'avez bien compris, de ces solutions. On fabrique tout ce qui est le terminal de pilotage, donc on va retrouver sur les stations hydrogène, il y a un gros aspect sûreté, sécurité process et sûreté, voilà, pour prévenir et bien manipuler cette molécule. On a, au niveau des pressions, donc on vous invitera à venir sur notre stand. On a une plaquette qui résume notre gamme. Donc on a trois types de stations. On est en train de créer la gamme. Donc effectivement, de 0 à 300, 300 à 1000 et au-delà. Voilà, c'est quelque chose qui est en cours pour différentes applications donc, que vous pouvez retrouver. Donc les bus, les vénes à endure, les camions, voilà, dont on parlait. On a aussi un paiement qui est OIML 139, donc toutes les questions qui sont de métrologie autour des stations, donc qui est un sujet clé sur ça pour la distribution après. Comme je disais, donc l'aspect aussi multi-énergie, puisqu'on pousse aussi pour la partie borne électrique. Donc on fabrique une gamme de bornes électriques jusqu'à 400 kW. Voilà, donc on prend ces deux énergies. Finalement, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est sur la partie maintenance. Donc, on a 8 agences, on a 450 techniciens sur les territoires qui sont prêts, voilà, qui interviennent sur les stations, qui seront formés sur notre station, donc laboratoire, qui ouvrira à la fin d'année. Voilà, donc le matériel sera testé et nos techniciens sont formés sur cette station, voilà, pour pouvoir répondre au mieux aux problématiques. Merci beaucoup. Non, j'en profite pour vous rappeler qu'on a sorti le guide station, comment déployer des stations hydrogène dans les territoires, et donc on s'est beaucoup inspiré des retours d'expérience à la fois d'HRS, d'Ataway et de Je vous propose d'accueillir la dernière séquence pour c'est pas trop collectivité, la séquence autocam. Je vous propose d'accueillir Alexis Rambaud de IBFH2, Émeric Dupuis de GCK et Alexandre Taurine de Safra. Je ne sais pas si c'est... Excusez-moi, est-ce qu'il y a qu'une seule slide ou il y en a trois? J'ai reçu cette. Bonjour à tous, Alexis Rambaud, je suis chef de projet au sein de la société IBFH2. Donc IBFH2, on est une société qui a été créée en 2021 et on se spécialise sur le rétrofit de véhicules de transport en commun. Notre histoire, commence avec la société IBF qui a une trentaine d'années d'expérience autour du véhicule de TCP, donc dans l'entretien, la location, l'achat-vente. Pour donner quelques chiffres sur la société IBF, on a pas loin de 800 véhicules sur parc en parking. On a 150 véhicules en location, donc que du thermique. On doit avoir 4 véhicules électriques. Et puis, on fait tout ce qui est transformation pour les professionnels et offres dédiées pour les professionnels du transport. Donc, sur la partie IBFH2, avec l'expérience de IBF et de sa transformation, de la maintenance, nous sommes partis sur un rétrofit d'un autocar diesel, le Crossway Euro 5. Donc, on n'est pas sur un véhicule de 5 ans, mais qui a plutôt une dizaine d'années, pour plusieurs raisons qui sont le coût du véhicule au bout de 10 ans, qui est quasi nul, et puis derrière, le choix de repartir sur une solution complètement transformée le véhicule, avec intégration de tous nos équipements électriques et électroniques. Donc, si on veut vulgariser, on va garder la structure du véhicule, et on va intégrer notre chaîne de traction, mais toute la partie électronique.
Donc, on va laisser de côté tout ce qui est lié aux fabricants d'origine, donc tout ce qui est boîtier, tableau de bord, voilà, on vient intégrer nos solutions. Donc, le véhicule roule depuis la fin du premier trimestre de cette année. Il a été homologué en février. Et on travaille actuellement avec Transdev Normandie, qui est notre client, et la région Normandie, donc sur les petits réglages qui vont permettre d'adapter le véhicule à la ligne Rouen-Évreux. Sur cette ligne, du coup, on a réalisé 1 mois et demi complet de commercialisation, donc avec passagers embarqués. Et on passera après la fin d'année, ça c'est une question de contrat avec la région Normandie, on passera à une exploitation qui aujourd'hui est 3 jours par semaine, on l'espère à 5 jours, mais ça c'est dans les mains de nos clients, Transdev et puis la région Normandie. Sur la consommation, on va avoir des consommations de 8 kg 100 et on va aller jusqu'à des autonomies de 450 km, ce qui est aujourd'hui le cœur de cible de ce type de véhicule. Donc j'en profite, il y avait quelques slides qui sont arrivés trop tard pour être présentés malheureusement. Nous travaillons donc sur le rétrofit hydrogène. En parallèle, nous avons un projet sur le même véhicule en rétrofit électrique, donc pour une autre utilisation, cette fois une utilisation urbaine, donc qui rentre dans un autre cadre pour un client. Et très récemment, nous montons un partenariat avec RH2 que vous avez peut-être vu ce matin. RH2, pourquoi RH2? RH2 fait de rétrofit de moteurs thermiques en hydrogène thermique et hydrogène à combustion. Électrique, pas seulement de l'hydrogène avec pile à combustible, mais vraiment des solutions qui sont adaptées à tous les moyens de transport et à tous les niveaux. Donc on pourrait parler longuement sur les différentes solutions et puis leur utilisation. Je vous laisserai me rejoindre sur le stand 70 de RH2 avec lequel nous exposons. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par hasard? Merci, quel type d'homologation dispose ce véhicule aujourd'hui? Et ensuite, quel est le coût global de transformation? Alors sur le premier véhicule, on est parti sur une RTI, mais avec des exigences d'homologation de proto. Donc c'est-à-dire réception, alors c'est une réception individuelle, réception à titre isolé, exactement. Donc après, on va partir sur une homologation de proto, sachant que l'exigence de la RTI aujourd'hui a été validée au niveau de l'homologation de proto suivant l'arrêté du 19 mars 2020 pour le rétrofit. Donc l'homologation de proto, nous on travaille actuellement avec le CNRV pour monter le dossier et valider sur le même véhicule une homologation de proto. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de gagner un peu de temps au niveau des essais, un peu de temps au niveau de la réception. Voilà, c'est un choix de notre entreprise. Et puis les suivants seront sur la même homologation et en fonction du type de véhicule, il y aura certainement de nombreuses extensions à réaliser. Si c'est le même véhicule, ce sera une extension simple. Après, ça dépend de l'impact au niveau des différents équipements qui sont montés dessus. Ah pardon, le coût, oui. Alors on est sur une transformation, comme je vous disais, on vient changer tout l'équipement, donc tout l'électronique. Donc on va être plus élevé que nos concurrents, je crois. Donc on est autour de 350 380 000 euros par véhicule, sachant qu'en général, on part sur un véhicule qui a une bonne dizaine d'années. Donc aussi, il faut penser à tout ce qui est une maintenance des trains roulants, des systèmes de freinage pour la sécurité, un petit rafraîchissement qui n'est pas forcément de trop. Donc là, par exemple, celui-là, il a une sellerie, une peinture complète, des changements de train. Donc on a changé le nez de pont qui avait quand même pas mal d'années, des kilomètres. On a changé le freinage, les tirants, et puis voilà, on a intégré notre système. J'espère que j'ai répondu. Merci. S'il y a d'autres questions? Et je complète avec les coûts. La visée derrière sur la transformation des véhicules en thermique, c'est d'être moitié moins cher que du rétrofit en pile à combustible. Voilà. Merci. Je propose qu'on enchaîne tout après à Alexandre Taurine de Safra. Bonjour à tous, Alexandre Taurine pour Safra. Alors mon collègue Bertrand Richard tout à l'heure vous avait présenté l'activité autobus et construction d'autobus hydrogène pour Safra, à savoir qu'on a aussi une activité de rétrofit d'autocars, rétrofit d'autocars diesel en autocar hydrogène.
Et nous, on a travaillé et on a homologué notre kit de rétrofit sur un Inturo Mercedes et en version série. Voilà. On peut l'industrialiser et on a les ateliers pour le faire. À savoir qu'on a une commande de la région Occitanie qui nous a commandé 15 unités. Saint-Sulpice, c'est à lui. Voilà. À savoir qu'aujourd'hui, on travaille sur l'Inturo Mercedes, mais on est capable d'adapter le kit sur un Iveco Crossway si on a la demande, ou même de faire du rétrofit électrique. Comment ça fonctionne? Donc nous, on prend les véhicules, ils arrivent dans nos ateliers, on dépose tous les éléments de motorisation diesel, le réservoir à carburant, la boîte de vitesse, et on va intégrer notre chaîne de traction sans venir modifier la structure originelle du véhicule. C'est-à-dire pas faire de trous et pas modifier les dimensions du véhicule. Donc on est intégré des réservoirs, une pile à combustible, un moteur électrique. Véhicule sans venir modifier la structure non plus. Et pour ça, on a une petite interface au poste de conduite qui permet au conducteur de voir ses niveaux de batterie d'hydrogène en temps réel sur le véhicule. Ensuite, comment est-ce qu'est articule notre chaîne de traction? Donc on a positionné les réservoirs en arrière, à savoir que l'arrêté au moment où on a développé le véhicule, il ne nous autorisait pas de modifier les dimensions extérieures. On n'avait pas le droit de venir mettre les réservoirs en toiture. Parce qu'on n'est pas aussi sur une homologation RTI, on est sur une homologation en série. Donc, on a dû faire un peu des compromis et de supprimer les 2 dernières rangées de sièges et de manger un peu de soude pour venir intégrer nos batteries. À savoir qu'on embarque du coup 35 kg d'hydrogène à 350 bars. Et ça nous autorise une autonomie minimum de 350 km jusqu'à 500 km suivant la ligne. Si on vient faire un parcours sur autoroute, ben on va venir limiter l'autonomie. Donc voilà, nous on préfère annoncer 350 km en autonomie minimum. Nous on pense que le rétrofit c'est un bon moyen de décarboner rapidement sa flotte. À savoir qu'aujourd'hui l'offre autocar neuf hydrogène n'existe pas encore. Donc dès qu'on a besoin d'un véhicule avec de l'autonomie, là où l'électrique ne peut pas convenir, ben, l'hydrogène est pertinent. Et ça participe aussi à développer l'économie circulaire, puisqu'on vient rénover un véhicule. À savoir que chez Safra, on a aussi notre activité historique de rénovation de matériel de transport public. Et du coup, le rétrofit faisait un peu sens chez nous. On avait cette activité de rénovation et en plus la construction d'autobus hydrogène. On a combiné les 2 activités pour travailler sur les rétrofits, modifier la chaîne de traction à l'hydrogène et aussi on en profite pour faire une petite rénovation du véhicule où on vient changer la sellerie, les tapis, etc. Partie des activités de Safra. Puisqu'il y a eu les questions sur le coût, on est environ à 320 000 € avec un temps d'immobilisation du véhicule qui est d'environ de 2 mois. Voilà, ça c'est la cible. Et puis là, en dernière slide, je vous ai mis quelques photos de l'intégration sur l'Inturo Mercedes du réseau LIO de la région Occitanie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Exactement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par hasard? Non. Écoutez, je vous propose d'enchaîner avec la dernière présentation de cette séquence et de cet après-midi. Bonjour à tous. Donc effectivement, après les peines à ordures, le deuxième produit catalogue, on va dire, de GCK, c'est bien l'autocar, avec une maturité qui est plus avancée. Nous avons déjà homologué ce véhicule. Nous travaillons sur l'Iveco Crossway, modèle Euro 6. On a finalement trois modèles que je vais vous présenter là, les uns à la suite des autres. La première homologation que nous avons eue,
comme on l'a précisé, il y a eu des questions sur ce sujet, je le précise, c'est une homologation série sur notre Crossway Normal Floor avec une pile Toyota 80 kW, d'où donc, le nom commercial du Crossway Normal Floor 80. C'est un véhicule qui a été homologué en début d'année. On en a livré, nous sommes en train de le livrer les derniers pour les Jeux Olympiques, qui vont tourner à Paris. La photo, c'était pas juste pour prendre la Tour Eiffel en photo, mais voilà, pour valider tous les roulages qui vont être effectués cet été en région parisienne. Aussi valider le protocole de communication avec les différentes stations, c'était HRS, avec l'organisation de aussi en région Rhône-Alpes, aller valider le protocole avec Attaway, avec les différents fabricants de stations. Voilà, ça c'est les 10 premiers véhicules qui sont en train d'être livrés. On a fait le choix, nous, d'intégrer les composants maximum dans le compartiment moteur et les soutes, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de place à l'intérieur au niveau des places assises, on n'a pas de bouteille sur le toit, tout est fait dans le compartiment moteur pour avoir 22 kg d'H2 et 3 réservoirs. Si jamais on veut un peu plus d'autonomie, on va mettre un 4e voire un 5e réservoir dans les soutes pour aller chercher jusqu'à 400 ou 500 km d'autonomie. Le premier modèle, c'était des Crossway Normal Floor 80, qui est une pile composite Toyota. Et le deuxième projet sur le Normal Floor, c'est le projet estampillé, on va dire, région Rhône-Alpes, où là on a 2 piles à combustible, 5 75 km pour un total de 150 kW. C'est un produit qui va être renouvelé au cours des prochaines semaines. Ce produit-là a été démarré grâce à la confiance de la région Rhône-Alpes et des autocars JO. Donc là, on a remporté un marché de la région Rhône-Alpes qui peut donc entre 50 et 100 véhicules. Les premiers 50 véhicules seront déployés dans les 2 prochaines années. Et bien sûr, ce projet est aussi calqué avec le maillage des stations qui est réalisé par Impulsion. Voilà, donc sur l'intégration, on est très proche de l'intégration que l'on a avec le Normal Floor 480, 3 réservoirs en compartiment moteur et éventuellement un 4e voire un 5e réservoir dans les soutes. Dernière, là, il y a une petite coquille, c'est bien le Crossway Loiterie, donc LE75. 80, 75, parce que dans cette configuration-là, on a une seule pile à combustible Sabio 75 kW. Ce véhicule on part demain ou après-demain à l'UTAC pour une phase d'essai d'homologation avant le tampon du CNRV, et on doit le livrer à Keolis pour le démarrage en exploitation en septembre dans la région de Clermont-Ferrand. Donc là, c'est un modèle un petit peu hybride. Voilà, c'est un Crossway Low Entry avec un plancher bas à l'avant. Qui permet en fonction des usages, on a bien un rétrofit avec une pile ou 2 piles. Ici, donc on a un usage urbain ou interurbain en région parisienne où on a une pile 80 kW. On a un usage sur des lignes plus régionales pour la région Aura avec une pile 150 kW, un Crossway Low Entry avec une seule pile, 75 kW, et éventuellement aussi la possibilité d'avoir une offre en tout électrique à partir du moment où l'usage et l'appel convient. Donc voilà, c'est vrai que le rétrofit 100% électrique fait partie aussi de notre catalogue en fonction du besoin. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour GSK et puis pour l'offre autocar en général? Donc, pas de questions. En tout cas, merci beaucoup parce que le timing est parfait. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Je tiens à remercier plus généralement tous les intervenants qui ont participé ce matin et cet après-midi à ce premier essai des parcours collectivité qu'on a voulu mettre en place à France Hydrogène. J'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à nous faire des retours si vous voulez des compléments pour les prochaines éditions éventuellement. Ce qui est prévu pour l'instant, c'est une petite pause de 30 minutes et il y a une séquence plénière juste au-dessus, donc à l'amphithéâtre, sur l'acceptabilité et l'attractivité de la filière hydrogène. Donc je vous invite à vous y rendre, ça sera à partir de 13h à l'amphithéâtre. Et d'y rester à l'issue de cette séquence-là, parce qu'à 17h15, on annoncera où nous rendrons l'année prochaine. C'est ISET 2025. Merci beaucoup aux intervenants. Merci. 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 À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ouais, c'était Pile poil le timing. Ouais. Arrêtez l'enregistrement. Ouais, là, l'enregistrement arrêté. Là, la caméra, elle a l'air d'avoir enregistré tout du long. Donc, Je sais pas si vous ne savez pas, mais...